Ça y est, on est en live. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue ici, bienvenue au Méritac, P. Borel, salut Clepsydre, Magdalena, Christine, astronomeur qui est là aussi. Vous n'êtes pas encore... Générali qui vient d'arriver, vous n'êtes pas encore trop nombreux, c'est pour ça que je peux vous dire bonjour à tous. Salut Polo, bienvenue. Et effectivement, merci Polo de nous dire, de nous souhaiter la bienvenue, donc à moi, mais à Baptiste. J'ai le grand plaisir ce soir de vous présenter pour la dernière fois. C'est la dernière émission Astronome at Home que l'on fait pour le planétarium de Vaux-en-Velin. Je vous parlerai tout à l'heure à la fin de l'émission. On ne va pas complètement tout terminer, mais c'est vrai que le planétarium va bientôt rouvrir le 1er juin. Et du coup, en tant que médiateur scientifique au planétarium, il va falloir que on se reconcentre sur tout ce qu'on fait en présentiel au planétarium. Et c'est pour ça que à partir d'aujourd'hui, eh bien, on va réduire notre présence sur la chaîne Twitch. Quand je dis la réduire, ça ne veut pas dire l'arrêter, mais il va se passer moins de choses parce que maintenant je serai au planétarium. Donc cette petite parenthèse fait, je voudrais donc vous présenter notre invité de ce soir. Il s'agit de Baptiste Lebihan, qui est philosophe des sciences à l'Université de Genève. Bonjour Baptiste. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, merci à toi d'être là pour la dernière. Alors justement, une dernière qu'on va présenter comme une ouverture un peu de tout ce qu'on a fait. C'est vrai que depuis un an maintenant, hein, c'était depuis mars 2020 qu'on a ouvert cette chaîne pour faire ces émissions avec tous ces invités qui justement nous ont parlé bien, de leur recherche sur l'univers, l'astronomie principalement, l'infiniment grand, mais aussi l'infiniment petit, parce que tout ça est évidemment connecté. Et cette fois-ci, on s'est dit que ça serait sympa de pouvoir justement faire une ouverture avec cette session de philosophie des sciences. Juste avant qu'on parle de tout ça, et tu as plein de sujets passionnants à discuter avec nous, la tradition, je laisse toujours l'invité nous parler d'abord un peu de son parcours. Alors, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais et comment surtout tu en es arrivé là? D'accord. Disons que j'ai commencé à m'intéresser à des sujets comme celui de euh, la nature de l'espace, du temps, de la réalité, la cosmologie, tous ces sujets-là en lisant beaucoup de science-fiction. Donc j'étais un adolescent qui lisait énormément de science-fiction, le cosmos me fascinait. Et en fait, j'étais intéressé par beaucoup de questions qui étaient scientifiques, mais aussi un peu plus philosophiques. Et j'avais du mal à me retrouver, que ce soit du côté de la physique ou du côté de la philosophie. Donc, après un bac scientifique, je suis parti faire un double cursus à l'université de Rennes, où j'ai fait un double cursus philosophie physique pendant quelques années. Et ensuite, ça devenait un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas d'aménagement particulier. Donc, en gros, j'étais allé en fait à Rennes du fait de l'existence sur un même campus du département de philosophie, enfin de l'UFR de philosophie et du département de physique. Mais il n'y Et avait donc, pas je d'aménagement. suis parti. Non, j'avais pas d'aménagement. Donc, Donc tu devais faire par 2 fois exemple, plus de travail. voilà, et puis je devais sécher, choisir les matières que j'allais sécher, parce que j'avais pas le don d'être à deux endroits à la fois. D'accord. Euh, Tu n'étais j'ai pas fait ça pendant quantique encore à quelques l'époque. années. Non, Tu... j'étais pas quantique, non. Et ensuite, j'ai donc arrêté les études de physique pour me concentrer sur la philosophie, donc un master de philosophie, une thèse de philosophie, mais toujours avec un œil sur la physique, quoi, qui me passionnait. Donc j'ai un doctorat en philosophie, dans le domaine de la philosophie des sciences et de la métaphysique. Et ensuite, donc j'ai fait ma thèse co-dirigée entre la France et la Suisse, à l'université de Fribourg. Et donc je me suis retrouvé avec un pied en Suisse, et ensuite j'ai poursuivi mon parcours de chercheur en Suisse, en gros, en passant les détails. D'accord, ok. Donc du coup, ça fait un
parcours qui est relativement vaste, effectivement, relativement long aussi. Alors, tu nous parles tout à l'heure donc de deux disciplines principales qui sont donc la philosophie, enfin une discipline qui est la philosophie des sciences. Alors, pour commencer et pour installer un petit peu les choses, je te propose qu'on définisse un petit peu les termes qu'on va utiliser. La question est du coup, qu'est-ce que la philosophie? C'est des questions un peu générales, un peu vastes, hein. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que la science? Et ensuite, qu'est-ce que la philosophie des sciences? Déjà. D'accord. Euh, bon, il y a pas forcément d'accord sur le sujet de tout le monde. Moi, je vais vous donner ma manière d'appréhender cette distinction. Donc, moi, j'aime bien une définition qu'on appelle épistémique, donc relativement à la connaissance de ce qu'est la philosophie. Donc, cette définition nous dit que la philosophie, c'est la pratique qui consiste à traiter l'ensemble des questions auxquelles on ne sait pas comment répondre de manière systématique. Euh, L'idée étant que dès lors qu'on parvient à trouver une manière de répondre de manière systématique et méthodologique à un ensemble de questions, en fait, on crée une science. Et donc, dans cette vision, en fait, historiquement, les sciences se sont créées en devenant autonomes, en quelque sorte, à l'égard de la philosophie. Donc, dès lors, par exemple, si vous pensez à la psychologie, qui est une science plus récente que la physique, l'idée, c'est que si on trouve une manière d'explorer le monde de manière méthodique, eh bien, on quitte le domaine de la philosophie et on entre dans le domaine de ce qu'on appelle une science empirique, une science qui utilise les observations et l'expérimentation pour arriver à des connaissances de manière systématique. Donc ça, ce serait la différence entre philosophie et sciences empiriques. D'accord. Donc ensuite, pour la philosophie des sciences, c'est une branche de la philosophie qui s'intéresse, qui prend pour objet les sciences. Alors ça peut être donc ça peut être des questions sur les sciences en général, dans leur ensemble, ou ça peut être des questions sur une science spécifique. Par exemple, il y a la philosophie de la biologie, la philosophie de la physique. Donc pour donner des exemples, philosophie des sciences générales, ce serait par exemple comment distinguer entre science et pseudoscience. Par exemple, je pense que par exemple en médecine, ça peut être intéressant de faire la différence entre vraie science et charlatanisme. Mhm. Et donc là, ça peut être une question qui relève de la philosophie des sciences, de fournir des critères pour reconnaître, distinguer et faire la différence entre des sciences et des pseudosciences. Euh, Parce que oui. la science n'a pas, selon toi, les outils pour le faire, c'est ça? En tout cas, peut-être, mais en tout cas, il faut que la société puisse reconnaître ce qui est un discours scientifique. Donc la science, peut-être que elle-même, enfin peut-être que les scientifiques, bien sûr, les scientifiques savent ce qui est de la science ou ce qui ne l'est pas du fait de leur pratique. Mhm. Mais quand il s'agit par exemple pour un État, en utilisant l'impôt des gens, de financer un projet de recherche, bah, c'est important de savoir qu'est-ce qui mérite d'être financé ou non. Et donc il faut pouvoir évaluer ça, même sans être scientifique. Par exemple, dans le domaine de l'administration, de la politique, il faut pouvoir distinguer. Donc ça, c'est un type particulier de philosophie des sciences, mais un autre type de philosophie des sciences que moi je pratique, c'est de m'intéresser à des questions qui sont philosophiques, plutôt, par exemple, quelle est la nature du temps, quelle est la nature de l'espace, que le temps s'écoule, que nous dit la physique de ça. Donc en utilisant la physique. Donc en fait, on peut aussi utiliser les sciences pour répondre à des questions philosophiques. Donc il y a plusieurs types de philosophie des sciences. Il y a une philosophie des sciences qui est plus basée sur les questions de méthode, comprendre quelle est la bonne méthode scientifique, essayer de définir ce qu'est la science. On a une approche qui est plus épistémologique, donc épistémologique qui a à voir avec la connaissance, qui est de se demander que peut-on connaître grâce aux sciences. Quelles sont les limites de la connaissance? À quel moment on est dans des connaissances? À quel moment on est dans de la spéculation? Et puis on a des questions qu'on dénomme dans le jargon ontologique, qui réfèrent à ce qui existe. Comment est le monde si telle théorie scientifique est vraie? Donc moi je m'intéresse beaucoup à ce genre de questions ontologiques. Par exemple, comment est le monde si, par exemple, je sais pas, si la mécanique quantique est une théorie correcte? Que nous dit cette théorie du monde? Ça, c'est un type de question qu'on qualifierait d'ontologique. D'accord.
Donc, c'est-à-dire, en gros, soit comment est-ce qu'on accède aux connaissances, soit qu'est-ce qui existe et quels moyens on a, nous, d'accéder à une partie au moins du réel. Voilà, tout à fait. Par exemple, on peut dire qu'il y a un peu deux camps sur cette question, à la fois chez les scientifiques et les philosophes. On a ce qu'on appelle les réalistes et les antiréalistes à propos des entités théoriques. Par exemple, si vous prenez la masse en physique, la quantité, la masse inertielle, masse gravitationnelle, un réaliste va penser que c'est une caractéristique de la réalité, indépendante de nous, qui est dans le monde, et qu'on arrive à connaître grâce à nos théories scientifiques. Un antiréaliste à propos de ces entités inobservables, ces choses inobservables comme la masse, va dire non, non, c'est une entité un peu idéalisée qu'on utilise dans la théorie pour faire des prédictions, pour construire des technologies, mais il ne faut pas prendre la théorie au pied de la lettre sur l'existence des choses qui sont dans la théorie, comme la masse. C'est-à-dire que la masse Donc serait plus un outil pour mesurer la réalité que quelque chose qui existe en soi. voilà, exactement, exactement. Et donc les deux tendances existent chez les scientifiques. D'ailleurs, pas forcément dans la même mesure suivant les communautés, par exemple, ou suivant les régions géographiques. Par exemple, les physiciens qui utilisent la mécanique quantique, il y en a beaucoup qui sont plus antiréalistes, parce que la mécanique quantique est extrêmement difficile à interpréter. Donc beaucoup considèrent que c'est plus un outil prédictif pour faire des prédictions, et moins quelque chose qui décrit le monde. Alors par exemple, si on prend une autre théorie, la relativité générale, là les gens sont plutôt réalistes, les physiciens qui utilisent la relativité générale ont plutôt tendance à être réalistes sur la nature de l'espace et du temps tels qu'ils sont décrits par la relativité. Et puis bien sûr, on peut être réaliste à propos de certaines choses et anti-réaliste à propos d'autres. Et ça, ce sont des questions ontologiques, quoi. Quelles sont les choses dont parle la théorie, dont on doit accepter l'existence, et quelles sont les choses dont on ne doit pas accepter l'existence dans ces théories. D'accord. Mais du coup, des positions philosophiques prises par des scientifiques sur ce genre de choses n'influent pas forcément sur le fait de pouvoir ou non tirer des résultats des expériences qu'ils vont faire, par exemple. Tout à fait. En particulier chez les expérimentalistes. Euh, Après, il me semble que chez les théoriciens et les physiciens qui essaient de trouver un cadre plus fondamental pour comprendre le monde, là, dans ces domaines-là, ils vont être plus facilement réalistes. Donc, on peut aussi avoir des différences de profil philosophique, on va dire, chez les physiciens en fonction du fait, en fonction de leur localisation dans le domaine de la physique. À savoir s'ils sont plutôt axés sur les expériences, sur les observations, sur la construction de machines pour faire des expérimentations, ou plutôt dans leur bureau à Hmm. essayer de mieux comprendre le monde en construisant de nouvelles théories. D'accord. Donc en gros, un expérimentateur va plutôt avoir tendance à considérer des choses comme la masse ou la charge ou l'espace comme quelque chose de réel en soi, et un théoricien va pouvoir plus facilement considérer ça uniquement comme des outils conceptuels qu'on utilise, mais dont on n'a pas forcément besoin de supposer l'existence. Ça dépend en fait, parce que les théoriciens, souvent, ils pensent que en utilisant les mathématiques, en utilisant leurs analyses, ils arrivent à découvrir le monde en soi tel qu'il est. Là, ce que je voulais plutôt dire, c'est que ceux qui font de l'expérimentation, par exemple, vont facilement vous dire, pour moi, ce qui existe, c'est ce que je peux mesurer. Mhm. Euh, euh, Alors qu'un physicien théoricien, il va pas forcément vous dire ça, il va vous dire, bah, ce qui existe, c'est ce qui existe de manière fondamentale d'après la théorie, qui est la bonne théorie qui décrit le monde. On peut plutôt se focaliser sur les manipulations, sur l'expérimentation et penser que ce qui existe, ce sont vraiment bah, les objets autour de nous, les écrans des ordinateurs, etc. Euh, Par exemple, si on a des collisions de particules, on peut se dire que bah, ce qui existe, ce sont les ordinateurs qui affichent des informations. Mais un théoricien va dire non, non, ce qui existe, la raison pour laquelle on peut faire ces observations, c'est qu'il existe des particules ou des champs qui ont des interactions. D'accord. Donc ça, c'est un gros débat qui traverse la philosophie des sciences. Et qui n'est pas réglé, bien sûr, puisque c'est
Est-ce que tu penses que dans l'absolu, on peut avoir un jour une réponse à cette question? Et c'est quelque chose qui est une question qui est tranchable ou finalement la science n'a pas pour but de trancher sur ce genre de questions, genre la réalité du concept de masse? Euh, Difficile à dire. En fait, je pense que c'est possible que ce soit impossible de trancher ces questions, mais je pense que c'est aussi possible. Ça dépend un petit peu de l'avenir de la physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, si on prend la masse, les différentes théories physiques n'ont pas la même vision de ce qu'est la masse. Par exemple, si on prend la théorie quantique des champs, euh, on va penser que la masse, c'est pas vraiment quelque chose de fondamental, c'est plutôt quelque chose d'émergent. Euh, Après, il y a des débats, par exemple, sur qu'est-ce qui est plus fondamental, l'énergie ou la masse, ce genre de choses. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait avoir une théorie physique fondamentale qui soit très claire sur comment est le monde si cette théorie est correcte? Ça, bien sûr, c'est une question dont personne n'a la réponse. Les théoriciens des cordes, par exemple, dont on va probablement parler plus tard, espèrent qu'il est possible de développer une théorie fondamentale finale. Donc, si on pouvait parvenir à développer une théorie physique finale, C'est-à-dire c'est-à-dire qui qu'elle englobe tous les phénomènes? c'est-à-dire qui englobe tous les phénomènes qui permettent de dériver les théories qu'on utilise actuellement comme des approximations, donc expliquer les succès des théories physiques qu'on utilise jusqu'à présent, mais aussi peut-être de décrire de nouvelles choses, mais en tout cas une théorie qui ne laisse plus de place pour une évolution dans le futur, qui soit finale dans le temps, qui soit ultime. Dans ce cas-là, il faudrait voir ce que nous dirait cette théorie du monde. Et peut-être que cette théorie dira de manière claire que la masse n'existe pas et que c'est plutôt quelque chose qui est un artefact, enfin pas un artefact, mais qui est quelque chose qui apparaît du fait de certaines approximations. Mais qu'en vérité, le fondement de la masse, que nous on appelle la masse, comme par exemple peut-être euh, euh, là, je pensais par exemple à la thermodynamique, où on a réussi à expliquer certains concepts de la thermodynamique en termes d'une autre théorie qui est la mécanique statistique. Bon, sans entrer dans les détails, peut-être que ce qui nous semble fondamental à l'heure actuelle maintenant dans nos théories, peut-être qu'on pourra l'expliquer en termes d'autre chose. Et donc on considère D'accord, bah, la masse était plus quelque chose de fonctionnel, d'utile pour décrire le monde, mais ça n'en était pas une propriété vraiment fondamentale. d'accord. Alors bien sûr, peut-être qu'on n'aura jamais de théorie du tout. Là, les théoriciens des cordes pensent qu'on aura une théorie du tout, mais beaucoup de gens sont très sceptiques là-dessus. Moi personnellement, pour moi c'est une question ouverte. Je ne suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal. D'accord. Et la Dante a une démarche qui est plus scientifique. Alors, on a plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. Évidemment, n'hésitez pas à poser aussi vos questions. Là, on va arriver justement dans les domaines sur lesquels toi, tu travailles en particulier, tes domaines de spécialité, ce sur quoi tu concentres ta réflexion. Et en l'occurrence, donc, toi, tu travailles entre autres sur des questions comme par exemple la nature du temps. Et ça tombe bien parce que dans le chat, on a plusieurs questions. On a Joe X Gun qui demande, moi je me pose une question souvent, qui a désigné le temps? Donc voilà. Rob qui nous demande quid de la notion de temps instaurée pour avoir un référentiel commun. Donc voilà, on a vraiment cette question de qu'est-ce que le temps? Est-ce que tu peux nous apporter un peu ta vision des choses sur ce point? Disons que le temps, bien sûr, c'est un concept qui est très familier, qu'on utilise tous. On se donne des rendez-vous. On se donne des rendez-vous. Des fois, le temps semble passer très rapidement, des fois très lentement. Je pense qu'il y a peut-être trois. Déjà, on peut commencer à dire qu'il y a peut-être trois endroits où on peut trouver euh, une explication de ce que c'est le temps ou des informations. La première, c'est notre expérience. Intuitivement, on fait l'expérience de certaines choses, de l'enchaînement des événements, La euh, causalité. du mouvement. Euh, Ce serait l'expérience même, ce qu'on appelle dans le jargon en philosophie la phénoménologie, comment les phénomènes nous apparaissent. Il semble que le temps s'y trouve déjà. Un deuxième endroit, c'est le langage. On peut regarder comment on parle.
En fait, on parle en utilisant des conjugaisons, passé, présent, futur. Et un troisième endroit, c'est la physique, qui utilise des théories qui ont eu euh, qui ont eu des résultats assez surprenants, qui ont remis en cause notre manière de penser à la nature du temps. Donc, qui a défini le temps? Je dirais que le temps, on l'utilise tous. C'est difficile de savoir ce que c'est et comment on va se mettre d'accord sur ce que c'est. Mais en tout cas, je pense qu'il faut distinguer dès le début entre ce qu'on pourrait appeler le temps phénoménal, le temps tel que on le perçoit, du temps physique, c'est-à-dire le temps tel qu'il existe indépendamment de nous. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que voilà, même quand vous dormez et que vous ne faites pas l'expérience d'un temps qui s'est écoulé, quand vous vous réveillez, un temps s'est écoulé dans le monde indépendamment de vous. Donc ça veut dire que même si on a des concepts de ce qu'est le temps lié à notre expérience, on a aussi un concept qui est plus, on va dire, objectif, lié au monde, à l'enchaînement. En fait, c'est lié au mouvement, hein, le mouvement de la Terre, du Soleil. Tout est rythmé par des mouvements. Objectif, Euh, c'est-à-dire indépendant de nous et de notre perception, c'est ça? Exactement, exactement. Parfois, on utilise les termes objectif et subjectif. Donc, c'est un peu des termes, c'est un peu le jargon philosophique. Donc, objectif, dans ce contexte, en tout cas, ça réfère à ce qui ne dépend pas de nous. Alors que subjectif, ça réfère à ce qui dépend du sujet, quoi. De la subjectivité, de l'expérience que l'on fait Qui, des choses. qui ne sera pas identique en fonction des personnes. Bah, tout à fait. Par exemple, un cours qui plaît à quelqu'un et qui est ennuyeux pour un Hmm. autre étudiant, le temps subjectif va être différent, parce que un va faire une expérience très longue, l'autre très rapide. Mais le temps objectif, la montre, l'horloge aura fait un même nombre de... Lui aura fait le même nombre de tours sur le cadran. Donc on va dire que là, on peut clairement référer en tout cas au temps objectif et au temps subjectif. D'accord. Du coup, alors première question, est-ce que du coup on peut pas exclure d'office la sensation personnelle du temps dans la mesure où justement elle dépend de chaque personne et qu'elle n'est pas objective et donc Mhm. par défaut pas universelle. Donc pourquoi continuer à utiliser celle-ci dans la mesure où elle ne semble pas avoir une extension immense. Et puis après, je te poserai la question de Darius là, qui pose une Mhm. question sur le fait de réfléchir au temps. Bah, moi, en tout cas, je pense que les physiciens s'intéressent au temps objectif. Ouais. Je pense que les philosophes devraient aussi s'intéresser au temps objectif, et beaucoup le font. En tout cas, les philosophes des sciences s'intéressent au temps objectif. Moi, personnellement, le temps subjectif m'intéresse moins, parce que bah, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Pour moi, c'est plus de l'ordre de la psychologie. Alors, il y a des questions intéressantes, bien sûr, hein, mais moi, c'est plus lié à comprendre comment fonctionne notre esprit. Hmm. La question de savoir comment nos expériences du temps fonctionnent. Après, tu suggérais que c'était peut-être nécessaire, qu'on pourrait s'en passer. Je pense qu'on ne peut pas non plus se passer du temps subjectif, puisqu'on a besoin de parler de nos impressions, de nos émotions. Pour revenir à l'exemple du cours, je- il me semble que ça veut vraiment dire quelque chose de tout à fait compréhensible si on dit qu'on a eu une expérience où le temps s'est semblé s'arrêter, parce que le cours était trop ennuyant. Donc je pense qu'on ne peut pas complètement se passer de ça. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de mettre de côté toutes ces histoires de temps subjectif pour poser les questions qui me paraissent vraiment intéressantes, qui moi m'intéressent énormément, qui sont comment est le temps en soi? Qu'est-ce que le temps en soi? Est-ce que ça existe vraiment le temps? Et je me pose ce genre de questions aussi pour l'espace. Qu'est-ce que le temps objectif, indépendamment de nous? Qu'est-ce que l'espace objectif, indépendamment de nous? Et quel type d'existence ça a, si réellement ça existe. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le type de question qui m'intéresse. Alors, je te pose la question de Darius qui demande pensez-vous qu'on puisse penser le temps et dans ce cas il est connaissable ou bien pensez-vous au contraire qu'on ne peut pas y penser et dans ce cas il est inconnaissable? Est-ce qu'au fond le temps ne serait qu'une nomination? Alors non, je pense pas que le temps n'est qu'un mot qui ne référerait à rien. Euh, je pense que le problème, c'est plutôt qu'on met beaucoup de choses dans ce mot temps, on réfère à plein de choses. Et en fait, la philosophie, justement, a essayé de distinguer, de séparer ces choses
auquel on réfère avec ce mot temps. Et en fait, il y a la distinction, à mon sens, philosophique fondamentale sur le temps, avant de regarder la physique, c'est entre le caractère relationnel et le caractère dynamique du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le caractère dynamique, c'est l'idée que le temps passe, quelque chose qui s'écoule, donc on utilise toujours toutes ces métaphores, qu'il y a un renouvellement de la réalité constamment. Euh, donc voilà, en gros, passage du temps. L'autre aspect que j'ai appelé l'aspect relationnel, c'est le fait que le temps semble ressembler un petit peu à l'espace, dans le sens où, par exemple, vous pouvez dire que une chaise est entre la table et le mur dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc vous avez des relations d'être entre eux, d'accord? Vous avez un objet qui, dans l'espace, est entre deux autres objets. Pour le temps, c'est pareil. Par exemple, votre repas du midi est localisé dans le temps entre votre petit déjeuner et votre souper. Donc ça, c'est le caractère relationnel. Les choses sont ordonnées dans le temps de la même manière que dans l'espace, ou en tout cas un peu comme dans l'espace, puisqu'en plus, après, il y a la question de la direction du temps. Donc ça devient très compliqué. Et donc, en gros, on a vraiment deux aspects en philosophie pour penser le temps. On a l'aspect passé, présent, futur, qui s'écoule, donc une régionalisation de la réalité en trois zones de réalité, le passé, le présent et le futur. On aurait ces trois zones avec un changement de qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est futur. Donc ça, c'est l'aspect purement dynamique. Et de l'autre côté, on a l'aspect relationnel qui sont l'avant-après. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que et la philosophie et la physique plaident pour vraiment distinguer les deux et les mettre à part et être plus réaliste à propos de l'aspect relationnel et nier la réalité de la séparation du monde en trois zones, le passé, le présent et le futur. Donc là, on entre vraiment dans le vif du sujet de ce qu'on appelle la philosophie du temps, qui est de savoir qu'est-ce que le temps. Donc pour revenir à la question qui était, est-ce que c'est un concept dont on peut rien en dire? Au contraire, je pense que pour en dire beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de progrès en philosophie du temps pour essayer de construire des modèles philosophiques, on pourrait dire, de la nature du temps. D'accord. Euh, si tous les humains disparaissaient, est-ce que le temps passerait? Pour moi, non. En fait, pour moi, le temps ne passe pas. C'est une métaphore. C'est un effet créé par le langage et par notre perception. En fait, ce qu'on perçoit autour de nous, on ne perçoit pas le changement du temps, on ne perçoit pas un présent qui avance. Ce qu'on perçoit, ce sont des changements. Donc après, la question, c'est si tous les humains disparaissent, qu'est-ce qui reste? Donc, pour moi, on n'aurait plus d'êtres humains à utiliser ces métaphores de l'écoulement. Euh, on n'aurait plus d'écoulement du temps, mais en fait, je dirais qu'il y avait de toute façon déjà pas d'écoulement du temps quand les êtres humains étaient là. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce qui reste quand il n'y a plus d'êtres humains, quand les êtres humains ont disparu. Je pense que si tous les êtres humains disparaissent, le temps continue à exister au moins à une certaine échelle, mais là après, pour moi, on entre dans les questions de physique. Il faut vraiment regarder ce que nous dit la physique sur la nature objective du temps et qu'est-ce que le temps au fond, quoi. Donc là, pour répondre à cette question, il faut vraiment entrer dans la physique, pour moi, dans nos meilleures théories physiques. D'accord. Et c'est du coup ce que je te propose qu'on fasse, hein, puisque c'est ça ton travail. Encelade, par exemple, nous demande est-ce que le temps ne découlerait pas d'une notion plus fondamentale comme la vitesse, par exemple? Est-ce que la vitesse découle du concept de temps ou est-ce que le temps découle d'un concept fondamental qui serait la vitesse? Excellente question. Et en fait, je pense que d'une certaine manière, c'est une manière de voir la relativité. Euh, Plutôt que de parler de vitesse, moi je parlais d'espace-temps, en disant que l'espace et le temps sont des abstractions à partir de l'espace-temps. En fait, la notion de vitesse, de la lumière notamment, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que ce qui est plus fondamental, ce qui vient en premier, c'est ce qu'on appelle une ontologie, pour utiliser le mot savant tout à l'heure, donc comment elle monte. Une ontologie dans laquelle vous n'avez pas d'une part un espace et de l'autre un temps, mais un espace-temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'univers bloc. Peut-être qu'on peut mettre la photo, enfin l'illustration.
Alors, avec un univers bloc, je sais pas. celle-ci? Non. Oui, voilà. Si vous voyez en bas, vous avez une représentation de ce qu'on appelle un univers bloc, un espace-temps. Et l'idée ici, c'est que, disons, intuitivement, comment on envisage la relation entre l'espace et le temps de manière intuitive. Intuitivement, on pense que le monde qui nous entoure, c'est un monde spatial, avec des objets, des gens, des bâtiments. Et ce monde spatial, matériel, évolue dans le temps. D'accord? Donc intuitivement, on fait une très nette séparation entre l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'on a un seul mouvement finalement, qui est le mouvement de l'entité espace en avant dans le temps. Exactement, exactement. Donc ça, c'est ce qui serait représenté en haut. Donc vous avez chaque tranche, entre guillemets, représente l'espace. Donc là, vous représentez trois dimensions spatiales avec uniquement deux dimensions spatiales. L'idée, c'est que voilà, on a l'espace qui évolue dans le temps de manière universelle, avec un temps universel. Et donc la relativité vient remettre ça en cause. On peut plus, en tout cas pas de manière facile, envisager le monde de cette manière. Ce qui devient beaucoup plus naturel, c'est de penser que le monde matériel spatial n'est pas dans le temps, à évoluer de manière universelle, mais en fait le monde qui nous entoure est un espace-temps lui-même. Donc en fait la matière n'est pas dans l'espace, entre guillemets, elle est dans l'espace-temps. Elle est étalée à la fois dans l'espace et dans le temps. Est-ce que tu peux définir du coup l'espace-temps? Parce que l'espace, on voit ce que c'est, le temps, on voit ce que c'est, mais du coup, qu'est-ce que c'est l'espace-temps pour toi? L'espace-temps, c'est une extension de notre concept d'espace. Donc un espace-temps, c'est un truc qui a quatre dimensions. Donc, les trois dimensions spatiales et la dimension temporelle. Euh, L'espace-temps, le concept en fait vient de Minkowski, qui est une manière très utile, très efficace mathématiquement pour se représenter les mathématiques de la relativité restreinte. Donc ce concept vient de là, en grande partie, de la relativité restreinte et de Minkowski. Euh, Ce qui est très difficile, c'est de se le représenter avec notre imagination. D'accord? Donc souvent, là où beaucoup de gens butent, quand on commence à parler de choses un peu abstraites et mathématiques, c'est sur les limites de l'imagination. En fait, on est tous limités. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se représenter avec l'imagination. C'est-à-dire personne ne peut imaginer ce que c'est un espace à quatre dimensions. Par contre, on le L'imagination est calcule très bien. seulement... On le calcule très bien. On le calcule très bien, et les mathématiques, c'est facile. Et en fait, on a une autre faculté humaine, qui est ce qu'on appelle la concevabilité, et qui est, en fait, c'est ce qu'on fait avec les mathématiques. Et en fait, pourquoi beaucoup de scientifiques sont super brillants, super forts, c'est qu'ils acceptent de ne plus utiliser l'imagination que comme une aide de temps en temps, mais ils se reposent plus uniquement sur l'imagination pour comprendre le monde. Ils acceptent d'utiliser l'autre faculté que l'imagination, qui est la concevabilité. Donc maintenant, si la question c'est de se dire comment on comprend ce que c'est un espace-temps, bah, c'est ambigu parce qu'en fait c'est incompréhensible si par compréhension on veut une compréhension intuitive basée sur de l'imagerie mentale. On peut simplement imaginer un espace-temps à quatre dimensions en se le représentant comme un espace à trois dimensions, par exemple en aplatissant l'espace 3D pour en faire une surface 2D et en les empilant. C'est ce que Euh, tu nous montrais, je pense que c'est important pour revenir là-dessus, pour reprendre les bases du dessin. Ici, on est d'accord que dans la couche du haut, l'univers, c'est une des feuilles, c'est mhm, ça. Ici, on n'a pas un univers à trois dimensions, mais on a réduit notre univers à un simple univers à deux dimensions, c'est-à-dire que tout n'existe que dans l'épaisseur de cette feuille infiniment mince, dans laquelle mhm. n'existe que longueur et largeur, mais hauteur, ça n'existe pas. Donc c'est un univers plus simple que le nôtre. Et ça nous Euh, permet d'utiliser la troisième dimension comme le temps pour voir mhm, la succession de ces différents univers quand ils avancent dans le exactement. temps du bas vers le haut, c'est ça. Donc c'est des univers simples en 2D, et après on se dit, nous c'est un peu pareil en 3D, et on avancerait dans une quatrième dimension, c'est ça. Tout à fait. Je l'aurais pas dit comme ça, mais on peut le voir comme ça, exactement. Moi, j'aurais dit que cette surface de monde, en fait, c'est une simplification. En fait, dans chaque feuille, là, vous avez un espace 3D, mais D'accord, vous le représentez en 2D. d'accord. Donc, vous pouvez imaginer, vous prenez le monde, notre réalité spatiale, on l'aplatit,
Ensuite, on empile ces réalités aplaties pour pouvoir donner un peu une intuition à ce que c'est que le temps. D'accord. Alors, dans un modèle, vous aurez seulement une tranche de monde qui existe, seulement une feuille. Euh, Dans un autre modèle qui est suggéré par la relativité, vous aurez l'univers bloc qui existe. En fait, on ne se réduit plus à une feuille. Donc, peut-être là, ce qui est pour mieux comprendre ce qu'est un espace-temps, euh, il faut parler d'une question philosophique qui est liée à l'existence dans le temps, l'existence du passé et du futur. Je ne sais pas, est-ce qu'on parle de ça maintenant avec une autre illustration ou est-ce que peut-être on prend les questions Eh ben un écoute, peu? prenons on garde cette idée d'espace Mhm. dans le passé et le futur, parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Mais effectivement, on va revenir un petit peu sur les différentes questions. Est-ce que tu veux les... Bah écoute, je te laisse choisir la question qui te plaît. Euh, voilà, on a Zéro, par exemple, qui dit: est-ce que cette croyance est liée au fait que nos sens nous permettent d'appréhender l'espace et le temps? Ce n'est que le cerveau qui le ressent. Il y a Péborel qui te demande si l'espace-temps est une réalité ou seulement un modèle. Est-ce que l'espace-temps est plus réel que l'espace et le temps? Voilà. Et puis Darius qui demande quel est le rapport entre les idées et le temps. Voilà, il y a pas mal de questions. Mhm. D'accord. Euh, alors, euh, deux choses. Donc, la question de P. Borel, est-ce que c'est une réalité ou seulement un modèle? Euh, c'est toujours compliqué. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'espace-temps ça semble être la manière la plus simple de comprendre l'ontologie de la relativité. Donc, si vous pensez que la relativité est une bonne théorie physique, qu'elle décrit le monde correctement, alors il semble que l'espace-temps ait une certaine réalité. En tout cas, c'est très difficile de faire sens d'un monde dans lequel il y aurait un espace d'un côté et un temps de l'autre. Donc les philosophes ont appelé ça le séparatisme de l'espace et du temps, parce qu'on aime bien souvent donner des noms un peu techniques. Donc ce qu'on appelle l'unitisme est beaucoup plus populaire. Donc l'idée que l'espace-temps est vraiment ce qui existe de manière fondamentale, l'espace et le temps ne seraient que des abstractions ou des choses, voilà, une manière de découper l'espace-temps en espace et en temps par rapport à un point de vue, D'accord. qui est en gros une idée qui vient de la relativité. Et bien sûr, la question qui est compliquée, c'est en fait la physique, c'est pas un tout unifié. Ça, c'est le gros problème. Il faut en être conscient. La physique, c'est un ensemble de théories qui n'en vont pas toutes bien les unes avec les autres. Donc, sans entrer dans les détails, on a d'un côté la physique relativiste, relativité restreinte, relativité générale, et de l'autre la physique quantique au sens large, mécanique quantique, théorie quantique des champs. Et ces deux manières de voir le monde ne fonctionnent pas bien ensemble. Donc, quand vous voulez répondre à des questions philosophiques, vous voulez savoir qu'est-ce que le temps, bah, vous pouvez regarder ce que vous dit la relativité de la nature de l'espace et du temps, par exemple. Vous pouvez regarder ce que vous dit la physique quantique de la nature de l'espace et du temps, par exemple. Mais si les deux théories ne vous disent pas la même chose, comment on fait? Et en fait, quand on entre dans les fondements de la physique, en fait, on entre dans des marécages un peu conceptuels parce que les différentes théories ne vont pas vous dire la même chose. Donc l'espace-temps, il faut savoir que ça c'est vraiment du côté relativiste. Euh, Mais après, n'empêche, je pense que l'espace-temps a une certaine réalité. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, la physique quantique, elle ne dit pas vraiment grand-chose de ces questions. En fait, elle utilise les manières plus classiques de penser l'espace et le temps sans vraiment en parler. Donc en fait, on a vraiment un nouveau message, une nouvelle découverte sur la nature du temps qui vient seulement d'un des deux grands pans de la physique. Et donc ça justifie la plupart des physiciens à penser, je pense qu'ils ont raison, que dans la physique du futur, si par exemple on arrivait à unifier les deux théories en une nouvelle théorie physique qui unifie relativité et physique quantique, on aurait toujours quelque chose qui sera relativiste et probablement qui ressemble à l'espace-temps à un certain niveau de description. D'accord. Euh, Mais bon. Euh, tu disais tout à l'heure, là on a un problème parce qu'on a deux théories qui ne disent pas la même chose, qui ne prédisent pas la même chose. Normalement, dans le, dans le domaine des sciences, lorsqu'on a deux théories qui ne prédisent pas la même chose,
on fait une expérience et on regarde laquelle des deux théories prédisait le bon truc et on va plutôt avoir tendance à l'écouter l'une que l'autre. Là, on ne peut pas faire ça avec la relativité générale et la physique quantique parce que chacune prédit quand même correctement les choses dans son domaine de validité. Et donc du Tout à coup, fait. Sauf... oui, 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 vas-y. et donc du coup, on se retrouve devant un problème où on ne peut pas éliminer l'une au profit de l'autre. On est obligé de les garder pour l'instant, malgré le fait qu'elles fonctionnent chacune correctement dans leur domaine, mais sur des bases qui sont très différentes. Tout à fait, tout à fait. Euh, En fait, elles ont chacun leur domaine où elles marchent très bien. Euh, et il existe un autre domaine, qu'on appelle le domaine de la gravité quantique, enfin des phénomènes qui sont de l'ordre de la gravité quantique, qui eux sont des domaines où la physique quantique et la relativité deviennent pertinentes. Donc par exemple, le centre des trous noirs. Si vous prenez le centre d'un trou noir, donc les trous noirs, c'est des entités qui ont été prédites par la relativité générale. On pense qu'ils existent. Donc là, il y a des objets astronomiques qui existent, qui ont le profil des trous noirs prédits par la relativité générale. Euh, Sauf qu'au centre appelons-les des objets, après c'est un peu compliqué, mais au centre de ces trous noirs, la densité, euh, la- la- le profil de cette zone de réalité est tel que normalement les effets quantiques ne devraient pas pouvoir être négligés. Donc, c'est-à-dire si vous voulez comprendre ce qui se passe fondamentalement au centre d'un trou noir, vous avez besoin des deux théories. Alors bien sûr, ce sont des domaines assez particuliers. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas vraiment de phénomène qui requiert à la fois... Enfin, euh, euh, bon, après, il y a une approche qui s'appelle la phénoménologie de la gravité quantique qui essaie de trouver euh, des expérimentations où on pourrait avoir des effets quantiques à l'échelle macroscopique, où on pourrait tester l'interaction entre guillemets entre gravité et physique quantique. Euh, mais disons que c'est work in progress, quoi. Il y a beaucoup de travaux qui tentent de trouver des choses, des phénomènes à sonder pour essayer de trouver une théorie plus fondamentale. Donc c'est vrai qu'elles ont chacune leur domaine de validité, mais c'est pas simplement une lubie de physiciens théoriciens de vouloir trouver une théorie plus fondamentale qui expliquerait tout et qui soit unifiée. C'est vraiment pour comprendre certaines parties du monde, donc les trous noirs, mais j'ai dit les trous noirs, mais en fait, même pour comprendre la nature de l'espace et du temps, justement, on aura besoin d'avoir une théorie de la gravité quantique. Donc cette théorie de la gravité quantique, elle s'appelle comme ça parce que la relativité générale, en gros, c'est une théorie de la gravitation, mais elle ne dit rien des phénomènes quantiques. Et la physique quantique, elle, ne dit rien de la gravitation. Sur la gravitation. Donc on aimerait avoir une théorie de la gravitation quantique, combine la physique quantique avec notre compréhension de la gravité, pour mieux comprendre le monde de manière fondamentale, les trous noirs, l'espace, le temps. Donc on a en fait besoin d'une théorie fondamentale, plus fondamentale de ce genre-là. Une petite pause, une petite parenthèse. Général Lee qui nous demande est-ce que tu aurais des bons livres de vulgarisation sur ce sujet. Voilà. Est-ce que pour les gens qui voudraient creuser, ces tentatives qui sont faites actuellement en théorie pour unifier à la fois les théories de l'infiniment grand avec les théories de l'infiniment petit, est-ce que tu connais des livres grand public que tu pourrais nous conseiller, que tu aurais lu, ou alors ça reste encore des ouvrages qui sont très, très techniques? Bon après, évidemment, il y a plusieurs degrés de technicité. J'ai écrit un livre, Qu'est-ce que le temps, qui est introductif. Mais bon, pour être tout à fait honnête, je pense qu'il est très introductif, mais il faut passer un peu de temps pour s'accrocher un peu. Mais je le recommande si c'est très court, si vous n'avez pas peur de prendre un peu de temps. Donc dans ce livre, je parle vraiment des deux modèles du temps. Il n'y a pas beaucoup de physique, il y a un petit peu de physique qui arrive à certains moments, mais disons que la physique est très introduite. Je fais ça de manière très introductive. Après, pour des ouvrages grand public, le problème c'est que la vulgarisation, donc il y a beaucoup de physiciens qui sont très talentueux, qui font de la vulgarisation,
Mais ces physiciens qui font de la vulgarisation ont tendance un peu à ignorer euh, la philosophie des sciences, justement. Donc, à la fois, c'est intéressant pour se faire une idée de lire des ouvrages de physiciens comme Carlo Rovelli, par exemple. Euh, mais après, il faut être conscient que ce sera moins précis sur les questions philosophiques. Mais, euh, D'accord. mais par exemple, Carlo Rovelli, je pense que ce serait peut-être l'endroit où trouver des ouvrages de vulgarisation sur la nature du temps, et en particulier sur les différentes approches de la gravité quantique, puisque lui, c'est un des physiciens en pointe dans ce domaine. D'accord. J'ai mis donc une photo de ton bouquin, Merci beaucoup. je t'en prie. Et puis, effectivement, j'ai déjà lu quelques bouquins de Carlo, et c'est vrai que c'est très très intéressant. Et pour peu qu'on ait un petit peu de connaissances, qu'on ait un peu discuté, on peut suivre ce genre de bouquin de manière assez intéressante. Euh, Et je vois la Dis-moi. question, pourquoi un canard? C'est le D'ailleurs, est-ce vraiment un canard ou est-ce un lapin? C'est un- Pour moi, c'est un lapin. En fait, c'est l'image de la collection. Donc tous les livres, c'est une série qui s'appelle dans les chemins philosophiques. Donc c'est qu'est-ce que X, et puis vous avez tous les domaines. Et donc c'est cette image qui est utilisée. Je pense que c'est pour montrer un peu que différentes personnes peuvent voir différentes choses avec même, euh, même image. D'accord. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur l'image que tu nous avais montrée ici tout à l'heure. Déjà parce qu'on a toujours cette idée du passage du temps et du passé, hein, qu'on avait gardé en tête. Et juste une question que je voulais te poser. Donc, c'est vrai qu'on a assez facilement l'image du haut, c'est-à-dire un espace qui avance dans le temps, mais qui du coup n'existe que soit à l'instant T1, soit à l'instant T2, soit à l'instant T3. Là, tu disais qu'on pouvait envisager aussi l'univers comme un espace-temps, donc avec quelque chose de plus englobant, donc avec toutes ces infinités de couches successives qui pourraient exister pour le physicien. Mais dans ce cas, dans ton univers bloc, est-ce que le temps passe encore? Parce que tout a l'air extrêmement figé du coup. Mhm. Euh, moi, je pense que le temps ne passe pas, en fait. Alors après, est-ce que c'est figé? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on, Qu'est-ce qui change? Par exemple, si on se demande, est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'on change au sens, nous, on vieillit? Est-ce qu'on vieillit? Euh, Ça semble assez clair qu'on vieillit. Mais là, ce que nous dit la théorie de l'univers bloc, il ne nie pas qu'à l'intérieur du bloc que vous voyez en bas, il existe des gens. En fait, les gens changent, ils ont des trajectoires spatio-temporelles en étant étalés dans le temps. Donc ce que ça veut dire, c'est que le philosophe ou le physicien qui défend qu'on vit dans un univers bloc n'a pas besoin de renoncer au changement. Par contre, il doit redéfinir ce que c'est un changement et il doit accepter que la réalité elle-même ne change pas. Donc c'est-à-dire, la réalité, l'espace-temps pris dans sa totalité, l'espace-temps ne change pas. Mais nous, D'accord? Donc, mais nous, on se déplace dans cet espace-temps et on a la perception du changement ou du temps qui passe, c'est ça? exactement. C'est-à-dire que en fait, le changement est à l'intérieur de l'espace-temps. C'est-à-dire que, par exemple, prenez vos mains. Vous avez vos deux mains. Ce sont deux parties spatiales de votre corps. En fait, ce que va défendre un théoricien de l'univers bloc, c'est que de la même manière que vous avez des parties spatiales, vous avez des parties temporelles. Par exemple, vous, bébé, euh, c'est une partie de vous, une des premières parties temporelles, une partie spatio-temporelle, puisque l'idée c'est de traiter l'espace et le temps de la même manière au niveau de l'existence, de dire bah, vous avez des parties dans le temps comme vous avez des parties dans l'espace. Et qu'est-ce que c'est que le changement? Eh bien, c'est la succession de deux parties spatio-temporelles qui sont différentes. Donc, par exemple, si euh, vous prenez une banane qui mûrit, la banane est verte, puis elle devient jaune. Pour un théoricien de l'univers bloc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre banane a une trajectoire dans l'espace-temps, et elle est composée de parties temporelles. Certaines parties temporelles ont la propriété d'être vertes, puis d'autres parties temporelles ont la propriété d'être jaunes. Alors si vous prenez le point de vue, ce qu'on appelle le point de vue de l'oiseau, qui est la réalité dans sa totalité,
vous avez juste cette trajectoire de partie, et la trajectoire elle-même dans sa totalité ne change pas. Et ça, Mais c'est n'empêche qu'il y a du changement à l'intérieur, puisque la banane change de couleur, en ayant des d'accord. parties de couleurs différentes. C'est-à-dire que dans cette vision, moi, l'individu que je représente, est en fait l'ensemble de tout ce que j'ai été depuis ma naissance jusqu'à ma mort, qui existe déjà dans l'espace-temps, mais que moi je vois comme un vieillissement. Et en fait, c'est cette espèce de blob qui Tout à représente fait. tous les changements que j'ai eus depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Et en fait, je suis cette immense partie-là. C'est Tout ça? à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Moi, j'aime bien utiliser l'expression un peu choc de dire que si cette théorie est vraie, alors on est mortel mais éternel. C'est-à-dire qu'en fait, on est borné dans le temps comme on est borné dans l'espace. Il y a un premier instant de notre vie, un dernier instant de notre vie. Cette réalité qui s'étale entre le premier instant et le dernier instant, euh, elle existe en quelque sorte de toute éternité. Alors, de toute éternité, on a un sens un petit peu exotique. Hmm. Parce que c'est pas l'éternité au sens où ça va durer pour toujours, il y a une fin. Et dans ce qu'on appelle l'éternalisme, et la composante un peu existentielle de la théorie de l'univers bloc, alors existentielle pas au sens de l'existence humaine, mais au sens de ce qui existe et ce qui n'existe pas. Dans la théorie de l'univers bloc, ce qui existe sont l'ensemble des parties spatio-temporelles. Ouais, d'accord. Euh, et donc, pour revenir à une question plus philosophique qui est posée du coup, par exemple, par Ancelade, qui dans l'univers bloc, le futur existe déjà dans l'avenir, j'étendrai cette question par, du coup, il y a, c'est assez contraignant parce que dans cette vision-là de l'univers, mon destin est déjà tracé. C'est-à-dire qu'il existe déjà dans cette partie-là, et ça a déjà été fixé. Et du coup, se pose la question par exemple, du choix de nos actions, qui, en fait, j'ai pas de choix. Le choix n'existe pas dans cette vision-là des choses. Tout à fait. En fait, ça c'était le sujet de ma thèse, savoir si on vit dans un univers bloc, que l'avenir est fixé. Euh, alors moi, j'ai pas traité de savoir la liberté, est-ce qu'on est libre ou non. Donc une première partie pour répondre à cette question, c'est de savoir effectivement, est-ce que tout est figé dans le marbre. Euh, alors, première manière de répondre de manière naïve, c'est de dire oui, il faut vraiment accepter. La théorie de l'univers bloc vous dit que tout ce qui va se passer existe D'accord. qu'à la fin, donc tout est figé. Après, ça ne veut pas vraiment dire que le futur est forcément fixé, parce que il y a deux choses qu'on peut dire. La première, c'est que peut-être en fait, il existe pluralité de futurs. Prenez par exemple la mécanique quantique interprétée version monde multiple. Combiner ça et dire qu'en fait, votre univers bloc, à chaque fois que vous prenez une décision, fissionne avec plusieurs futurs. En fait, vous seriez connecté avec plusieurs futurs qui existeraient, et donc vous aurez un sens de l'ouverture du futur compatible avec l'existence du futur. Après, il y a une autre manière qui est de dire, on peut combiner existence du futur avec la non-fermeture du futur, avec le fait qu'on est quand même libre. Alors ça, c'est assez compliqué, c'est ce que je développe dans ma thèse et que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre aussi, dans mon petit livre. Mais je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses possibles, il y a beaucoup de possibilités. C'est fort possible que le futur existe et que donc tout soit déterminé. Peut-être que c'est vraiment ça, c'est comme ça. Mhm. Après tout, la physique et la philosophie ne sont pas forcément là euh, pour assurer qu'on garde les mêmes croyances. Peut-être que c'est comme ça et qu'il faut accepter que, Que tout est voilà, écrit il nous dit déjà. que tout est écrit. Alors beaucoup de gens détestent cette idée, que tout serait écrit, Oui, il y a euh, Sinerta là mais pas tout le monde. il y a Sinerta qui a mal à l'estomac. Tu lui as fait mal à l'estomac. Je suis désolé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont un peu chamboulés par cette idée que tout est écrit. Pas tout le monde, il y a des gens qui trouvent ça plutôt réconfortant, j'ai pu découvrir. D'accord. Je vois effectivement euh, plusieurs personnes dans le chat nous disent que effectivement le temps passe malheureusement. Est-ce qu'on peut Et oui, déborder un peu de 18h, 19h30 la fin et ça te dérange si on sûr. déborde un peu? Ouais. Euh, Si, si. et du coup, repartir sur justement sur cette conception physique de la réalité qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, nécessite à un moment ou à un autre
même pour comprendre des concepts fondamentaux comme l'espace, le temps, etc., qui nécessitent, on y arrive toujours à cette obligation d'unifier notre vision de l'univers à grande échelle et à petite échelle. Et pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. Et je sais que tu as travaillé aussi sur ces différentes manières d'unifier l'infiniment grand et l'infiniment petit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire quelles sont les grandes voies de recherche qui actuellement pour arriver à faire ça? Euh, euh, il y en a beaucoup, bien sûr. Il y a beaucoup de différentes approches. Les deux plus populaires, on va dire factuellement en termes de physiciens qui travaillent dans ces approches, ce sont la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. La, Je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. C'est ou bien la gravité quantique, la relativité générale est la bonne, disons, la théorie à partir de laquelle il faut partir pour avoir une théorie plus fondamentale. Ça, c'est un peu le pari de la gravité quantique à boucle. C'est partir de la relativité générale et essayer d'injecter une description de l'infiniment petit de la physique quantique dans la description de l'espace-temps lui-même, donc d'avoir un espace-temps quantique relativiste. Donc ça, De c'est l'autre plutôt... côté, la- oui, Non, je disais ça, c'est plutôt la partie de droite de l'image. voilà. Euh, donc là, on aurait des nœuds, des relations entre ces nœuds, et ce serait une sorte de relation, un réseau de relations comme ça entre des nœuds qui, en quelque sorte, tisserait une réalité quantique, et à partir de laquelle émergerait à la fois l'espace-temps et le reste du monde. De l'autre côté, on a la théorie des cordes, qui, elle, part plutôt de la physique quantique, de la théorie quantique des champs, et qui essaye de récupérer ces descriptions d'espace-temps courbés en faisant l'hypothèse qu'il y aurait des cordes extrêmement petites, extrêmement solides, avec des vibrations de différentes fréquences. Et en fait, les différentes formes des cordes, qu'elles soient fermées ou ouvertes, et le type de fréquence qu'elles auraient, correspondrait à ce qu'on appréhende actuellement comme étant des particules fondamentales. Donc ça, ce serait l'idée derrière la théorie des cordes. Et la théorie des cordes, ce qui est un peu étonnant, donc toutes ces théories sont très étonnantes, parce que quand vous essayez de mettre du relativiste et du quantique en même temps, il y a forcément des choses très contre-intuitives qui apparaissent. Mais la théorie des cordes, par exemple, c'est une chose, c'est qu'on doit introduire de nouvelles dimensions. Alors vous trouviez que c'était difficile de concevoir un monde de 4 dimensions, bah, la théorie des cordes vous en demande 10 ou 11. Donc vous avez 9 ou 10 dimensions spatiales et une dimension temporelle. D'accord. Euh, Quelle que soit l'approche de la gravité quantique, donc théorie des cordes, gravité quantique à boucle ou d'autres approches, vous allez avoir un peu des bizarreries qui vont justement menacer l'existence de l'espace-temps. Donc en suggérant que l'espace-temps qu'on a vu jusqu'à présent serait émergerait à partir d'une réalité plus fondamentale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait il y a deux niveaux de description. Si vous regardez la théorie physique, la meilleure théorie physique empiriquement confirmée à l'heure actuelle, la relativité, elle suggère fortement qu'on vit dans un espace-temps. Par contre, si vous commencez à regarder les théories spéculatives, qui ne sont pas confirmées, donc pour l'instant c'est vraiment des édifices, ce sont des tentatives de construire quelque chose pour ensuite le confirmer, mais on n'a pas réussi à les confirmer. Euh, Ces théories-là en construction pointent vers une idée un petit peu étrange qui serait que cet espace-temps relativiste, en fait, ce serait une sorte d'approximation de quelque chose de plus fondamental qui ne serait pas spatio-temporel. Et là, on arrive à une des idées peut-être les plus peut-être folles, ou en tout cas contre-intuitives ou incroyables qu'on a dans la physique théorique à l'heure actuelle, qui est que l'espace et le temps pourraient émerger d'une réalité plus fondamentale dans laquelle euh, des propriétés qu'on attribue d'habitude à l'espace et au temps n'existent pas. D'accord. Ça fait plusieurs fois que tu nous parles tu utilises ce mot et j'avais déjà vu des questions dans le chat tout à l'heure. C'est pour ça que je vais te poser la question. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que c'est que ce concept d'émergence dont tu parles dont tu as parlé pas mal cette heure-ci? Qu'est-ce que ça veut dire l'émergence?
Alors l'émergence de manière, euh, disons, assez intuitive, par exemple, si vous prenez en physique statistique et dans la thermodynamique, vous prenez le concept d'entropie, qui est un concept lié à ce qu'une machine peut produire comme énergie qu'on peut utiliser pour faire tourner une machine, par exemple. Mhm. Euh, Ça, vous allez pouvoir vous savez que c'est une propriété émergente, au sens où vous allez pouvoir, peut-être, en tout cas, il y a des débats là-dessus, vous pouvez la réduire à des propriétés, des choses qui composent votre gaz. Donc, l'idée, c'est qu'une propriété émergente, c'est une propriété qui n'est pas dans les parties de votre système, et qui est une propriété du système lui-même, donc qui émerge en quelque sorte de votre système. C'est- Bien sûr, à la base, la notion d'émergence, c'est un peu métaphorique. Donc, il y a une littérature incroyable sur ce que c'est l'émergence, au point que les gens se contredisent sur ce que c'est. Certaines personnes pensent que c'est la même chose que la réduction, c'est-à-dire quelque chose émerge si on peut X émerge de Y si vous pouvez réduire X à Y. D'autres pensent au contraire que quelque chose émerge si vous ne pouvez pas le réduire. Alors, en tout cas, moi, comment j'ai utilisé le mot euh, le problème de l'émergence de l'espace et du temps, c'est que d'un côté, l'espace et le temps semblent être présents. Dans notre expérience, la chaise à côté de moi, elle est entre la table et le mur. Donc, l'espace est présent dans mon expérience. L'espace est présent aussi, au moins un petit peu avec la relativité générale sous la forme d'espace-temps. D'accord. Mais là, vous allez avoir des théories dans lesquelles vous n'avez pas d'espace. Donc comment on fait le lien entre une théorie qui est supposée être fondamentale du monde, qui nous dit qu'il n'y a pas d'espace, et une description du monde dans laquelle on a de l'espace et on fait l'expérience de l'espace. Donc ici, le mot émergence, en fait, c'est le nom du problème, de rendre intelligible cette histoire que le monde n'est pas spatial ou n'est pas temporel. Comment on peut donner du sens à cette idée-là? Est-ce que les physiciens sont juste allés trop loin dans comment dire, dans la négation de la manière qu'on a de comprendre le monde usuellement intrinsèquement? Si oui, ça veut dire que si quelqu'un pense ça, ça veut dire qu'il pense vraiment que l'espace et le temps sont fondamentaux et ne peuvent pas être juste émergents. Euh, ou au contraire, est-ce qu'on peut vraiment accepter cette idée que l'espace et le temps sont des sortes de constructions à partir de ce que tu avais montré sur l'image, là, avec la gravité quantique à boucle, de choses qui ne ressemblent pas à l'espace et du temps. D'accord. C'est ça qu'on appelle le problème de l'émergence. L'émergence, c'est un petit peu comme quand on étudie un neurone. Bah, c'est tout bête, ça reçoit du courant, ça envoie du courant et ça lâche des petits composés chimiques. Et puis quand on en met 1000 milliards ensemble, et ben, leurs interactions font qu'apparaît quelque chose qui est l'intelligence, mais aucun neurone individuel est intelligent. Et que cette intelligence, c'est le résultat de l'interaction de tous ces neurones ensemble. C'est un peu ça l'émergence. C'est quelque chose qui apparaît quand, à partir d'une structure où ça n'existait pas, une structure fondamentale où ces choses n'existaient pas, c'est ça. Mm. Tout à fait, c'est ça. Et du coup, que ça soit, là comme tu disais, théorie des cordes ou gravitation quantique à boucle, qui sont les deux grandes voies sur lesquelles on essaie de rassembler cet infiniment grand et cet infiniment petit, est-ce qu'on a de chaque côté cette émergence où des choses apparaissent mais qui ne sont pas fondamentales, ou est-ce que c'est plus spécifique à la gravitation quantique à boucle dont tu nous parlais tout à l'heure? Alors, c'est des deux côtés. C'est plus connu du côté de la gravité quantique à boucle. En fait, ce ne sont pas les mêmes propriétés qui sont mises à mal. D'accord. Euh, Ça va être très dur de rentrer dans les détails avec la théorie des cordes, mais même du côté de la théorie des cordes, c'est pas simplement que on a 10 dimensions au lieu d'en avoir 4. C'est qu'en fait, il semblerait que même la notion même d'espace dans lequel vivent les cordes, c'est-à-dire l'espace qu'on voit sur l'image dans lequel vivraient les cordes, ce serait déjà une sorte de représentation fausse. Pourquoi? Parce que, alors, euh, en simplifiant vraiment, en fait, on a 5 théories des cordes différentes, empiriquement équivalentes. Donc ça veut dire qu'elles décrivent le monde, elles mènent aux mêmes observations, aux mêmes conséquences, elles permettent de dériver la relativité générale de la même manière, mais en postulant des formes et des tailles différentes
pour les dimensions compactifiées de ces espaces. Et donc, l'approche peut-être dominante, donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de dualité en théorie des cordes. Donc, ce phénomène d'équivalence, le fait qu'on a des descriptions très différentes sur le papier, mais qui mènent aux mêmes observations, l'interprétation philosophique, c'est qu'en fait, ce serait une sorte d'artefact mathématique et que cet espace dans lequel vivraient les cordes n'existerait pas réellement. Alors, on ne sait pas à quoi va ressembler la théorie des cordes plus fondamentale qu'on cherche, la théorie M, mais c'est en quelque sorte conjecturé, disons c'est une conjecture philosophique, que cette théorie plus fondamentale n'aura pas d'espace. Avec la gravité quantique à boucle, là, c'est plus du côté de l'ordre des choses. Il semble que euh, les notions d'être à côté, les choses les unes à côté des autres, ou d'être avant-après, peuvent être remises en question dans ces modèles. Donc peut-être tu peux mettre l'image avec la localité désordonnée pour essayer d'expliquer ça. C'est quoi? C'est Figon, c'est ça? C'est peut-être Figon ou Huggett, je sais plus. Alors, on va regarder, ça va être celle-ci. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, c'est ça. Donc, une propriété, disons, de l'espace qui est menacée par la gravité quantique à boucle, c'est la notion de distance, la notion d'ordre entre les choses. Pourquoi? Parce que sur le schéma que vous avez en face, donc en haut, en gros, c'est la description de la réalité à travers les yeux de la relativité, en quelque sorte. Donc mettez, vous avez une large distance. Ici à gauche, vous avez par exemple Paris. À droite, vous avez Lyon. Et ce que nous dit la gravité quantique à boucle, c'est que parfois certaines choses, certains événements qui sont très éloignés l'un de l'autre dans l'espace-temps, en fait, sont décrits comme correspondant à une relation de contiguïté dans la structure fondamentale. Donc, si vous voulez, c'est possible qu'il y ait une relation de connexion directe entre Lyon et Paris. C'est-à-dire que Lyon et Paris seraient connectés, certaines parties, en quelque sorte, qui composent Lyon et certaines parties qui composent Paris, seraient directement connectées sans la médiation de, de quoi que ce soit. Ça, Donc ça ça, c'est une manière un peu de se voir comment l'organisation même, la localisation même des choses remise en cause et menacée par la gravité quantique à boucle. Ça fait penser tout de suite au phénomène typique d'intrication quantique où on peut avoir justement Mm. deux photons, chacun à un bout de l'univers, et la mesure sur l'un implique immédiatement quelque chose sur l'autre, comme si en réalité ces deux choses n'étaient qu'une seule entité et qu'en fait c'est assez frappant. Est-ce que ça a un lien avec ce genre de concept, ou est-ce que c'est beaucoup plus fondamental que ça? Bah, je pense que ça vient de là, c'est-à-dire que quand on essaye de décrire le comportement quantique de l'espace-temps, bah, on arrive avec des bizarreries comme ça. C'est-à-dire D'accord. qu'en mettant le quantique dans la structure, enfin, comment dire, en attribuant un comportement quantique à l'espace-temps, ce qui apparaît, ce sont ces types de relations à distance. Donc après, moi, je ne suis pas compétent dans les détails de la gravité quantique à boucle, donc je ne pourrais pas répondre à ta question de manière très précise. Je peux simplement dire que de loin, je pense que c'est ça, quoi. C'est en essayant d'avoir une description quantique de l'espace-temps qu'on arrive en quelque sorte à brouiller la structure relationnelle de l'espace-temps. D'accord. Ok, alors alors on a encore évidemment des questions. Darius qui nous dit merci pour ce contenu et pour montrer que la philo et la science peuvent être proches. C'est vrai qu'historiquement on fait beaucoup la différence entre les deux, alors qu'effectivement à la base philo et science ça consiste déjà surtout à se poser des questions sur nous et sur notre relation au monde et sur le monde qui nous entoure. Donc c'est vrai qu'à la base, il y a quand même des liens assez forts, assez évidents, assez logiques entre la philosophie et la science. Tout à fait. Et puis donc alors on a pas mal de personnes dans le chat justement qui évoquent le film Interstellar de Christopher Nolan, où effectivement à un moment on plonge dans le trou noir et on a justement ces idées d'espace et de temps
qui sont brouillés, où on peut se déplacer dans le temps comme on se déplacerait dans l'espace, et inversement. C'est vrai que la science-fiction, tu l'évoquais tout à l'heure au début, c'est un moteur aussi, c'est quelque chose qui à la fois se nourrit de la science, mais qui peut aussi l'inspirer, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, j'ai beaucoup aimé le film Interstellar. Je pense que c'est une bonne introduction en fait à la théorie de l'univers bloc, ce film, euh, puisqu'il arrive à bien, comment dire, en quelque sorte, à spécialiser le temps de bonne manière, en nous faisant sentir un petit peu, parce qu'on a. Alors je sais pas, est-ce qu'on peut spoiler le film? Mais, Euh, bon, ça commence à faire quelques années, donc ouais. je pense qu'on peut en Mais parler. en gros, il y a une partie temporelle du héros principal qui voit sa partie temporelle passée, qui l'observe à travers le trou noir. Donc ça, après la physique c'est plus compliqué de savoir si ça respecte la physique des trous noirs dans le détail. En tout cas, ça respecte beaucoup la physique relativiste et ça donne l'idée un petit peu de ce qu'est la théorie de l'univers bloc. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film pour ça. Je pense que les films de science-fiction peuvent être d'excellentes manières euh, de peut-être justement de s'affranchir des problèmes un peu disciplinaires où d'un côté on a la physique, d'un côté on a la philo. Là, dans un film comme Interstellar, la philosophie et la physique se mélangent de manière que j'aime beaucoup. Et c'est aussi ce que je trouvais dans une grande partie de la science-fiction, moi, qui me plaisait. Euh, Hmm. Effectivement, Anna disait, on a le Kip Thorne qui est quand même pas le dernier des astrophysiciens qui a été conseillé sur Interstellar. Et effectivement, ça permet d'apporter justement des éléments et des questionnements qui sont vraiment cruciaux, qui sont vraiment fondamentaux, comme tu l'as montré, des questionnements qui sont à la base de la physique moderne et de la conception du monde tel qu'on l'imagine et tel qu'on se prépare à l'imaginer, peut-être dans les prochaines révolutions conceptuelles à venir. Et tout ça, ça transparaît aussi évidemment à la fois dans la partie scientifique, mais dans les arts aussi, puisque ces milieux ne sont pas aussi imperméables qu'on pourrait les imaginer. Ce qui est plutôt une bonne chose. oui, oui, après, parce que je voyais la question, enfin, non, c'est pas une question commentaire de Sinerta, ça rejoint un peu ce que je disais au début, séparer les choses, ça peut être utile. Je pense que c'est important aussi de rassembler ce qu'on sait dans plein de domaines, de ne pas tout cloisonner non plus. J'ai une question sur Tenet, j'ai pas vu Tenet, malheureusement, j'ai un peu honte de le dire, mais bon, c'était avec Euh, la pandémie, tout ça, ça a été compliqué pour moi de le Pareil, voir. je ne l'ai pas encore vu non plus. Il faut absolument que Mais, je le regarde. Donc on va le mais découvrir tous les deux. Euh, Juste pour terminer, effectivement, il est déjà 8h moins quart. On va finir par une question, alors, là encore, philosophique, de Gif Heureux, qui nous demande, enfin qui te demande, finalement, ne s'intéresse-t-on pas autant au temps que parce que la mort nous obsède, d'où plein de théories pour se rassurer. Est-ce qu'on ferait pas de la science pour se rassurer sur sa propre mortalité? Ou de la philosophie? euh, alors, la science, je sais pas. La philosophie, probablement. Enfin, il y a toujours ces idées que le philosophe a toute sa vie pour apprendre à mourir et qu'il essaie de comprendre. Alors, dans mon cas personnel, je sais pas, c'est toujours délicat de faire des me-studies. Euh, Peut-être que s'il y a une peur de la mort intrinsèque, euh, je sais pas. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à travailler sur la nature du temps, j'hésitais entre le temps et la conscience, qui sont deux, enfin, le en philosophie. Mais moi, ce qui me plaisait beaucoup avec le temps, c'est que c'était lié à la physique. Donc, en fait, alors, je pense qu'il y a un ressort un peu comme ça, peut-être la peur de la mort, on travaille sur le temps, etc. Mais moi, je pense que j'ai une sorte de fascination aussi pour le monde, un peu cosmologique, comment fonctionne cette grande horlogerie. Euh, c'est peut-être plus ça, moi, qui m'a amené à travailler sur la nature de l'espace et du temps. Assez vite, j'ai eu l'impression que beaucoup de questions fondamentales découlaient d'une compréhension de ce que c'est que le temps. C'est-à-dire, souvent, on mettait ça de côté, on disait, bon, on va parler de tel sujet, la conscience, de tel sujet, la liberté, mais on va pas parler du temps. Et moi, j'ai l'impression que, bah, en fonction de la manière qu'on a de comprendre ce qu'est le temps, il va avoir beaucoup de conséquences philosophiques. Et maintenant, j'en suis persuadé. Si on pense qu'on vit dans un univers bloc, ça peut avoir beaucoup de conséquences sur la manière d'appréhender des choses comme la liberté ou la nature de la conscience. Donc moi, c'était plus ça personnellement qui m'a amené à travailler sur ce sujet.
D'accord. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. Merci d'être venu, merci de nous avoir livré ton travail, tes connaissances, ton avis, ton point de vue. C'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est multiplier un peu tous ces points de vue. Merci beaucoup à vous d'être toujours là, de poser toujours d'aussi chouettes questions. Juste avant qu'on se sépare, Pas de est-ce que souci. tu as je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux nous faire une petite conclusion sur tout ce qu'on a dit? Euh, Moi, je pense que la bonne manière de se représenter la nature de l'espace et du temps, c'est l'espace-temps. Euh, c'est une vision du monde que j'ai parce que je fais confiance vraiment j'ai une grande confiance dans les sciences empiriques et dans la physique. Euh, mes, Mes opposants philosophiques souvent sont en désaccord parce que eux, ils donnent plus d'importance aux intuitions, au sens commun, etc. Donc, je pense que j'aimerais dire quand même que c'est important quand on fait de la philosophie de s'intéresser vraiment aux sciences empiriques pour le temps, mais aussi pour d'autres choses. Mais aussi vice-versa, peut-être, quand on fait de la physique ou des sciences, c'est pas mal au moins parfois, de temps en temps, prendre du recul et puis de s'ouvrir un petit peu à la philosophie. Donc voilà, j'encourage tout le monde à essayer de s'intéresser un petit peu aux deux domaines. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Juste avant de se terminer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le programme du lundi soir, Astronomatome, se termine donc aujourd'hui. Vous le savez, les lives ne sont disponibles que pendant 14 jours sur Twitch, mais à partir de la semaine prochaine, tous les lives que l'on a fait depuis le début du deuxième confinement vont être progressivement et assez rapidement uploadés sur la chaîne YouTube du Planétarium, où vous pouvez déjà retrouver tous les rendez-vous qu'on avait fait pendant le premier confinement de 2020. Et donc maintenant, très rapidement, vous pourrez tout retrouver aussi sur cette fameuse chaîne YouTube pour revoir les épisodes qui vous intéressaient ou que vous n'auriez pas eu l'occasion de voir. Pour la suite, donc comme je vous disais, le Planétarium de Vaux-en-Velin rouvre le 1er juin. Donc là, on va passer 2 semaines à tout repréparer pour que tout soit pimpant quand vous arriverez. En ce qui concerne la chaîne Twitch, évidemment, on va avoir une baisse d'activité sur la chaîne parce qu'on va se concentrer sur les activités en présentiel. Toujours est-il qu'on a d'ores et déjà décidé de garder une chose, donc les prochains rendez-vous maintenant, sur les prochains mois et tout l'été jusqu'à cet automne, eh bien, il y aura au moins un rendez-vous par mois. Ce sera le premier mercredi de chaque mois. Et donc le premier mercredi du mois, on va garder le JT du ciel. Donc je vous retrouverai à cette occasion et à chaque fois, vous connaissez un petit peu le principe. Je vous sélectionnerai 2 articles scientifiques qui sont sortis il n'y a pas longtemps et on parlera des toutes dernières découvertes sur l'univers et on analysera un petit peu tout ça du point de vue de ces fameux articles qu'on lira et qu'on décortiquera ensemble. Voilà, premier mercredi de chaque mois, tout l'été, jusqu'à l'automne prochain, on se retrouvera pour le JT du ciel. Merci beaucoup à toi d'avoir été présent parmi nous pour ce dernier épisode. Merci Baptiste. J'espère que cette dernière émission vous aura ouvert l'esprit, vous aura donné envie évidemment de continuer à découvrir, à lire. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi David. N'hésitez pas, soyez curieux, allez voir d'autres domaines, lisez des choses que vous ne connaissez pas. On peut passer sa vie comme ça à apprendre et c'est un véritable plaisir. Bonne continuation, Baptiste. Et, Merci pour l'invitation, merci à tous pour les questions, c'était vraiment super. Passez une bonne soirée. et puis, bonne soirée à tous. Et on se retrouve donc le premier mercredi de juin pour le JT du ciel. Au revoir à tous et à toutes.